Bonjour à tous. On est là, donc on va vous parler avec Thibaut Moncourtois de Tereos. Donc on va vous parler de ce qu'on a pu faire avec Tereos depuis 2 ans, et on fera un focus notamment sur un modèle de prévision de vente qu'on a pu construire. Tu peux passer la slide, voilà. Hop. Donc simplement pour se présenter, Thibaut, à toi l'honneur. Donc moi, je suis Thibaut Moncourtois, responsable des prévisions de vente B2C, donc chez Tereos. Et je vous expliquerai un petit peu toutes les marques après de Béguincé, La Perruche et Blonvilliers qui composent cette division. Et donc Hugo, président et cofondateur de OneHive, donc avec un cabinet de conseil partenaire d'Anaplan, et accompagné donc de Mathis, qui est consultant senior dans notre équipe et qui a notamment contribué à la construction du modèle chez Tereos. Donc simplement très rapidement, l'agenda, l'idée c'est de parler dans un premier temps de tout ce qu'on a pu faire comme use case chez Tereos pour montrer un peu la polyvalence de la plateforme Anaplan. Et ensuite on fera vraiment un focus du coup sur ce modèle de prévision avec toutes les fonctionnalités qui existent dans ce modèle, et on essaiera un peu d'aller dans Anaplan pour voir quelques écrans et vous aussi donner un certain nombre d'idées sur tout ce qui peut exister et les possibilités de la plateforme. Donc, dans un premier temps, qui sommes-nous? Donc, Tereos, c'est une coopérative agricole donc de 12 000 coopérateurs sur de la betterave, de la canne et donc de l'amidon. Donc, on est deuxième producteur sucrier mondial. Et ensuite, il y a beaucoup de processus qui étaient menés sur des fichiers Excel. Et c'est pour cela que nous avons voulu faire le projet Anaplan avec OneHive. Voilà. Et donc nous, une jeune équipe de consultants, on essaye de porter à la fois la transformation technique dans Anaplan, mais aussi une vision fonctionnelle derrière toute la transformation des processus, parce que voilà, quand on construit dans Anaplan, on a besoin de modéliser un certain nombre de règles de gestion qui sont clés et critiques, et c'est dans cette partie-là aussi qu'on va apporter de la valeur ajoutée. Et voilà, on est vraiment convaincu par l'approche d'Anaplan sur la vision collaborative de la plateforme, la capacité à embarquer plusieurs métiers, plusieurs départements, et la capacité à partager des données dans des écrans qui soient en temps réel, instantané, etc. Et c'est vraiment ce qu'on partage et ce qu'on veut essayer d'arriver à mettre en place chez nos clients. Ok, vas-y. Voilà, donc simplement pour retracer ce qu'on est capable de faire finalement quand on lance un projet Anaplan et une roadmap dans la plateforme. On a fait un petit calendrier et un planning de ces 2 dernières années. Donc on a pu construire un modèle de prévision commerciale B2B dans un premier temps, avec finalement un suivi de contrats. Donc c'est 6400 contrats actifs, avec une équipe de 70 commerciaux dans toute l'Europe, répartis en une dizaine d'équipes sales team, donc avec un workflow de validation, compte manager, head of sales, directeur, et notamment en fait finalement un certain nombre d'alertes qui permettent de faire un suivi très détaillé de toute la consommation des contrats, et de pouvoir arbitrer, réallouer des contrats, etc. Et on discutait encore il y a quelques semaine avec donc Stéphane Allou, qui est responsable du B2B, qui disait en fait avec Anaplan des fois je sors ma liste de contrats à réarbitrer, et puis il y en a pour peut-être 2 millions d'euros, et hop ils réarbitrent, ils prennent les actions avec les commerciaux, et ils ont tout ça en temps réel en fonction de leur prévision d'exécution suite à la consommation de sucre des différents clients. Donc voilà. Ensuite, du coup, un modèle B2C, donc, qui est l'activité un peu complémentaire. Alors, il faut savoir que donc, chez Tereos, je pense Thibaut, tu es mieux parlé pour en parler que moi, les répartitions B2B et B2C. Juste pour parler des répartitions B2B, B2C, Tereos fait 1 500 000 tonnes de sucre. Le B2C, c'est 150 000 tonnes, donc on fait à peine 10%, mais on est la vitrine de la marque de Tereos. Et donc tout le reste, c'est le B2B. B2B, donc qui fait ça en vrac, big bag de 1 tonne 5 et des sacs. Donc soit finalement les sachets de sucre qu'on va pouvoir acheter en supermarché, soit le sucre qui va être utilisé, consommé dans l'agroalimentaire notamment,
Donc par exemple Haribo, Coca-Cola, Mars, toutes les choses qu'on adore. Donc ça c'est une partie plutôt, on va dire, prévision de vente, demand planning. On aura l'occasion d'y revenir en détail sur ce modèle-là. Et ensuite, donc après avoir un petit peu éprouvé ces modèles-là, un projet de planification des conditionnements a été lancé. Donc cette fois-ci, certaines références sont communes au B2B, au B2C. Et donc toute cette partie-là, il y a des prévisions qui vont se déverser dans un data hub d'abord. Et ensuite, après, qui sont ramenées dans un modèle de planification des lignes de conditionnement où on va faire ensuite un calcul du besoin net à partir du stock. Et du coup, en fonction de quelle ligne de production fait quel SKU, et ben pouvoir du coup affecter ce besoin à ces lignes et calculer le plan de conditionnement avec un certain nombre de contraintes qui peuvent être les ouvertures de lignes, des niveaux hiérarchiques, puisqu'on peut aussi travailler en entonnoir de dire je fais d'abord un plan macro, puis je descends ce plan à un niveau plus fin, puis encore une fois un troisième niveau. Donc il y a tout un workflow de validation sur cette partie production qui permet ensuite après de calculer finalement un MRP composant, c'est-à-dire qu'en fonction des nomenclatures et des productions qui sont planifiées sur chacune des lignes, de définir le besoin en emballage, puisque là on parle de lignes de conditionnement, donc les composants sont principalement des emballages. En parallèle de ce projet-là, on a aussi remonté le flux en amont, c'est-à-dire qu'en fait, avant d'avoir des contrats et des prévisions à un horizon 0-12 mois, en fait, on a aussi un plan commercial qui va cette fois-ci être fait plus à un horizon. Donc, il faut savoir que chez Tereos, vous travaillez par campagne, donc des périodes de 12 mois qui correspondent aux périodes de récolte du sucre. Là, l'idée, c'est de travailler sur la campagne N+1, donc celle de 12 à 24 mois. Et c'est pour définir en fait les objectifs de contractualisation, donc en amont des contrats, de quel contrat il faut que quelle quantité de sucre il faut que je contractualise avec quel client, dans quelle région et à quel prix. Et comparer aussi petit à petit au fur et à mesure de la période de négociation en fait les opportunités converties par rapport aux objectifs. Donc ça c'est un autre modèle qui est du coup plutôt le modèle amont de la prévision commerciale de suivi d'exécution des contrats. Voilà, et ensuite on a lancé donc un autre sujet, un dernier sujet qui est un sujet donc complètement différent, qui est je pense un peu atypique, spécial, je pense particulière dans le domaine de l'agroalimentaire, qui est un sujet de market intelligence avec en fait l'objectif de faire un SNOP en fait du sucre, mais au niveau mondial, c'est-à-dire que pour chacun des pays, on va venir faire une équation de stock, quelle production, quelle consommation, import, export, et pouvoir venir modéliser en fait les échanges internationaux pour comprendre en fait quelle va être la situation dans quel pays, quelle région du monde on va avoir des niveaux de stock de sucre tendus et où comment le prix va varier selon les régions du monde et c'est hyper important pour du coup la partie contractualisation pour définir les objectifs des commerciaux après par région du monde. Donc en fait à la fin il y a une connexion et justement on était en train de se poser la question encore hier. Est-ce qu'on pourra donner accès aux responsables de chacune des régions du monde à ce modèle de market intelligence pour qu'ils aient la vision en fait des situations du stock de sucre dans le monde. Voilà. C'est un modèle un peu particulier parce que chez Tereos, on produit le sucre et en fait, c'est en fonction de ce sucre qui est disponible qu'après on le dispatche selon le B2B, le B2C et après selon les exports, imports ou autres marchés. Donc c'est une partie trading. Donc, voilà, tout à fait, trading pour l'export. Et c'est une partie très, très, très importante pour nous pour vraiment bien regarder où nos produits rapporteront le mieux, sur quel marché, ou vraiment regarder sur... voilà, c'est vraiment très, très important comme projet. Tu peux juste aller un tout petit peu plus loin, et encore un tout petit peu. Voilà. Et donc finalement, ça nous amène à deux prochaines briques en fait, qui devraient se concrétiser et qu'on va continuer à construire avec Tereos. C'est d'un côté donc déployer la prévision de vente, puisqu'en fait Tereos ne fait pas que du sucre, mais fait aussi de l'amidon, de l'alcool, etc., etc. Et donc de déployer en fait en transverse dans les différentes BU. Donc, sachant que l'organisation va un peu évoluer, mais peu importe, sur d'autres produits, en fait, les modèles qui sont existants sur la partie prévision. Et du coup, de pouvoir l'intégrer avec une brique donc, IBP, donc, sur la partie... donc, dans un premier temps, SNOP, puis IBP,
pour maximiser la marge en fonction de l'évolution des prix. Et donc, ça reboucle également avec le premier modèle de Market Intelligence. Donc, voilà, c'est vraiment des briques qui, petit à petit, en fait, se pollinisent les unes à la suite des autres et que petit à petit, on va venir voir une architecture un peu globale, notamment autour de cette brique SNOP qui est un vrai sujet à venir. Donc là, on va se concentrer vraiment sur la partie B2C. Donc 2 ans de projet, il y a 5 applications, il y a plus de 100 utilisateurs chez Tereos et il y a 4 modèles builder métiers. Donc il y a vraiment un modèle builder sur chacune des briques finalement qui porte un peu le développement de l'application au quotidien, le run. Je pense que Thibaut pourra témoigner tout à l'heure sur la partie B2C. Donc une petite présentation de l'activité B2C, ce que je vous disais, donc on en est 10% du volume de Tereos, donc on est 150 000 tonnes de sucre. Nos marques, donc Béguincé, Blonvilliers, La Perruche. Donc généralement on ne connaît pas la marque Tereos, on connaît uniquement nos marques qu'on trouve en grande surface. On a une part de marché, donc on est leader donc sur cette catégorie. Et notre gamme de clients, donc c'est tout ce qu'on retrouve en GMS, donc les grandes surfaces, Intermarché, Carrefour, Auchan, Leclerc. Tout ce qui est restauration hors foyer, donc tout ce qui est métro, Pomona, Transgourmet. Et on retrouve aussi nos produits à l'export, parce qu'on retrouve donc surtout la marque La Perruche, qui se retrouve aux USA, au Japon ou d'autres pays. On a 3 sites de conditionnement qui se trouvent en France. Donc on met notre logo cultivé, produit et conditionné en France parce que toutes nos betteraves sont de France. Les produits donc, sont faits et fabriqués conditionnés en France. Et là, vous avez une petite partie de notre gamme de produits sur du sucre à la vanille ou autre. Alors, sur le modèle en lui-même, pour le présenter, donc, comme on a dit, c'était le 2e modèle qu'on a construit chez Tereos. Le contexte en lui-même, c'est essayer du coup, qu'il y ait quand même plusieurs canaux dans le B2C qu'on a essayé de regrouper dans le modèle et essayer d'aligner en fait selon ces différents canaux pour avoir un modèle commun entre les commerciaux, à la fois sur les produits et sur les clients. Et réussir du coup à consolider les prévisions à la fois sur le fonds de rayon, des produits de fonds de rayon, donc moyenne, je suis des marques distributeurs, direct distributeurs et MN national. Avec aussi des histoires de promotion, contrats, etc. On verra plus dans le détail. On a un petit schéma qui montrera ça plus en détail, mais voilà, on va avoir tout ça. Et après, on va avoir tout un pan valorisation des prévisions qui seraient en quantité, avec retour de cette notion de promotion, les accords, voilà, et tout ça en ayant un écosystème avec, comme tout le monde, SAP, des master data qui viennent un peu de partout. Voilà. Les difficultés, on les a déjà un peu dites, c'est cet alignement des bases clients et produits entre les différents canaux qui peuvent exister, faire se parler les gens avec tout ça, et créer aussi le process d'élaboration des prévisions de vente et du budget. Enfin, il y avait déjà quelque chose qui existant, mais du coup l'approfondir avec ces nouveaux outils. Tout en apportant aussi des solutions, enfin des nouvelles manières de faire pour faire tout ça. C'est ce qu'on a apporté dans les solutions, notamment, je ne vais pas faire dans l'ordre, mais l'enrichissement des référentiels et le référencement, ça permettait d'apporter du coup, sur l'enrichissement des référentiels, en même temps ça arrivait avec un projet de revue des master data, donc ça allait bien. Sur le référencement, c'était... pour en fait simplifier le flux, on le reverra pareil tout à l'heure, mais l'idée c'est de venir dire qu'il y a un travail en amont d'associer les clients avec les produits pour que derrière le travail au jour le jour de se faire de prévision, il n'est plus à prendre ça en considération, et en fait quand on va être sur un client précis, on n'a plus à se poser la question de on revoit tous nos articles, mais que ce qui a vocation à bouger, et en fait on simplifie comme ça derrière tous les flux. Et après, il y a le fait de faire arriver du coup pas mal de métiers différents sur la solution unique, qui a permis d'apporter cette vision commune sur le B2C. Et on a aussi fait pas mal du coup d'ateliers où on n'est pas juste arrivé avec des spécifications et on a construit, on a fait pas mal de retravail, de challenge, est-ce qu'on va bien faire de telle ou telle manière. Justement, on a apporté typiquement cette chose de référencement et pour aller plus loin en fait que juste on répond aux besoins premiers qui pouvaient exister pour apporter la solution. On copie
la solution existante, Voilà. parce qu'on aurait pu aussi juste copier la solution existante. Juste, peut-être, on reviendra tout à l'heure. Bon, je pense que c'est pas... On peut faire plutôt cette partie-là. Ouais. Je pense. Bah, comme ça, je pense que ça explicite bien ce que je disais. La base, du coup, en fait, c'est des commandes de livraison. Donc, déjà, premier sujet data, de réussir à consolider tout ça dans le Data Hub. Donc, ça, c'était le premier travail qu'on a fait en arrivant, qu'on avait déjà commencé avec le B2B, mais qu'on a continué avec le B2C. Consolider tout ça pour s'assurer que ce soit cohérent et travailler tout. Pour, derrière, deux choses, c'est la flèche qui n'est pas encore complétée, mais ça va être venir faire les prévisions concrètes, mais aussi avoir une bonne base pour faire les prévisions statistiques. Parce que dans le modèle, et là on va commencer à parler de ce qu'il y a dedans, mais il va y avoir un pan de prévision statistique qui permet d'aider à faire la forecast finale des commerciaux qui, à la fin, est toujours revue par les commerciaux, mais qui peut se baser sur du coup une première prévision statistique faite par l'outil. On a la notion du référencement qui en fait vient de nulle part, c'est-à-dire que c'est dans l'outil qu'on a créé cette notion de référencement. Donc on se basant sur l'historique quand même, mais c'est Anaplan qui porte cette idée de référencement qui va permettre d'alimenter après toute la suite du process en permettant de faciliter les choses, de faciliter les calculs, etc. Et c'est ce qu'on voit à droite. On va avoir aussi l'apport du coup des contrats et des lancements pour les marques nationales pour compléter la prévision par rapport à ce qu'il y a dans l'historique. Et c'est là qu'on voit aussi l'intérêt d'Anaplan, c'est qu'on a des briques un peu partout. On a pu par rapport à une solution préfaite, venir prendre en considération les spécificités de Tereos sur les contrats, sur les types de lancements, mettre en place les règles de gestion qu'on voulait pour les lancements. On récupère aussi les promotions et tout ça nous permet en fait finalement, en ayant tous ces flux, de venir les agréger pour avoir une vision commune sur une hiérarchie qu'on a construite commune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 15 000 écrans de prévision valorisés, etc. On valorise tout sur un seul écran mis en commun avec des hiérarchies qu'on a réussi à mettre en commun entre à la fois produit et client pour qu'en fait on puisse avoir un total all, par exemple, notamment. Et bon, après, même si on peut encore voir les détails derrière, mais c'est ça l'idée. Et derrière, on a cette notion de prix, de promotion et de coût qui nous permettent de définir un budget. Tout ça automatisé. Donc, dans le cycle, s'il y a des changements qui sont faits au niveau des commandes, livraison, etc., et qu'on veut remettre à jour des prévisions, directement, on va avoir le budget qui se met à jour sous différentes lignes. Voilà, donc au final, on arrive à aller d'une prévision et d'un calcul statistique à en fait une prévision à la fois validée, valorisée, avec les différentes étapes qui peuvent exister en termes de remise client, accords commerciaux, et de temps en temps faire des copier-coller finalement de cette prévision pour générer des budgets au moment des différentes échéances financières. Je te laisse. Alors cette partie, donc, c'est sur tous les utilisateurs de l'ensemble de notre Anaplan. Donc on a l'initialisation du modèle, donc qui est faite par les master data et par moi-même en tant que prévisionniste. Donc quand on parle d'initialisation du modèle, c'est tout ce qui est master data, donc toutes les données qui viennent de chez nous, le RP c'est SAP. Donc tout ce qui vient d'SAP est intégré directement dans le Data Hub. Une fois par semaine. On a aussi initialisation de la prévision et aussi initialisation de tout ce qui est prix ou accords commerciaux ou autres. Toutes ces choses-là sont faites donc sur la partie initialisation des modèles. Ensuite, dans le process, on a donc c'est un nouveau processus qui a été mis en place avec Anaplan, qui n'était pas possible avec le précédent outil que l'on avait. Donc, on a mis en place des modifications de prévision qui est faite par les commerciaux. Donc les commerciaux, quand ils ont un nouveau contrat qui est signé, quand ils voient un nouveau référencement, un déréférencement ou un client qui va commander un peu plus, voilà, ils modifient la prévision. Et après, il y a une validation commune qui est faite entre les commerciaux et les prévisions, qui fait partie de notre process SNOP. On a mis ça dans la revue de demande. Et donc, on valide vraiment nos prévisions ensemble, prévision commerciale, prévisionniste. Ça évite ce qu'on avait ce que j'avais dans mon ancien outil, un outil qui était APO, qui était vraiment fait que par le prévisionniste pour le prévisionniste, et on disait que c'était la prévision du prévisionniste. Anaplan est un outil vraiment très collaboratif où on a une prévision maintenant qui est commune entre les commerciaux et les prévisionnistes. Et après, on a une autre partie qui est la partie validation financière, donc qui est faite par la finance. Donc la finance intègre les prix. Donc dans Anaplan, tous nos prix, tous nos accords, dedans on a du budget NIP qui est pour la promo, toutes ces choses-là. Il faut savoir que sur les prix, en fait, il y a des conditions de prix à différents niveaux de la hiérarchie client. Donc il y a toute une gestion assez poussée de dire, OK, s'il y a une condition de prix sur un niveau fin, elle va s'appliquer en priorité sur celle qui est au niveau agrégé. Donc il y a tout un tas de règles de gestion aussi pour valoriser la prévision.
Ouais, c'est un sujet assez complexe de mémoire. Cette partie-là, dans mon ancien travail, le financier, on ne connaissait pas du tout. Et maintenant, c'est vraiment un domaine dans un plan que l'on maîtrise au niveau B2C et que l'on va chercher à développer avec d'autres entités. Et après, donc la communication des prévisions. Avant, dans mon ancien outil, pareil, pour communiquer la prévision, j'utilisais plus de 37 fichiers Excel qu'on envoyait à différents services. Chaque service avait son besoin. Maintenant, en communication des prévisions, j'en fais qu'un seul fichier Excel, qui est pour les sites de distribution, mais qui sont sur des sites extérieurs, donc ils n'ont pas accès à Anaplan. Tout le reste est du Anaplan. Donc là, on passe sur la partie démo. Yes. Sur la partie démo, donc là, les premiers écrans d'Anaplan. Donc on a dans Anaplan la partie data hub où on prend toutes les informations donc, de SAP, toutes les informations qui nous sont utiles. Donc on prend les clients, les articles, on prend la hiérarchie client. Mais l'avantage que l'on a dans Anaplan, c'est que l'on peut rajouter différentes hiérarchies. Donc là, on voit au niveau des clients, c'est la différenciation des hiérarchies. Par exemple, là, j'ai plusieurs clients. Je peux soit voir mes clients au niveau ship to, donc c'est au niveau le plus fin, au niveau entrepôt final, ou soit vraiment voir mon client au niveau le plus gros. Je prends juste un exemple, le Carrefour, pour certains écrans, savoir si je livre le Carrefour qui est à côté de chez moi, ou si moi, ce que je veux voir, c'est le Carrefour global. Donc là, j'ai une règle de input des clients qui me permet justement de pouvoir jouer avec ces différenciations-là. Et certains clients, j'ai besoin vraiment de savoir le niveau le plus fin, surtout pour l'export. On a vraiment besoin de savoir le niveau le plus fin pour être plus précis au niveau des produits. Donc ça, c'est vraiment la partie règle des hiérarchies clients qui peut être mis en place dans Anaplan. Après, on a l'enrichissement des articles. Donc, ce que je vous disais, donc, les articles sont pris automatiquement de SAP vers Anaplan. Et donc, on peut aussi rajouter d'autres éléments, donc d'autres informations qui ne sont pas du tout présentes dans SAP, et on les intègre dans Anaplan, ce qui nous fait de faire une autre base de données qui nous permet d'avoir des informations un peu plus précises, un peu plus B2C. Je vois typiquement là, les notions de MN, MDD n'est pas gérée du tout dans SAP, c'est pour ça qu'on l'intègre ici. Et après, il y a d'autres informations qui sont les lignes de production, les qualités de sucre ou autres. Donc, on peut vraiment avoir une base de données qui vient des SAP, et en plus, Anaplan nous permet de faire notre propre base de données, ce qui permet de revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, l'alignement avec soit les commerciaux. Les commerciaux travaillaient avec une certaine hiérarchie. Avec Anaplan, on peut faire la hiérarchie que les commerciaux désirent. On peut faire parce que là, cette hiérarchie-là sert aussi pour les commerciaux. On a une hiérarchie qui est faite aussi pour tout ce qui est site de conditionnement ou autre. Ensuite, sur la gestion des prévisions statistiques. Alors, sur la prévision statistique, du coup, on est venu faire un truc un peu poussé et dans l'idée aussi un peu modulable. L'idée, c'est qu'on a 15 000 produits avec 15 000 problématiques différentes et pas forcément un modèle des façons de faire des prévisions qui soient communes. Là, du coup, c'est un exemple de ce qu'on peut faire du coup dans un Anaplan en termes de prévision. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini plusieurs modèles de prévision. Donc, on n'est pas allé faire du machine learning, etc. Mais c'est Alt-Winter, des régressions linéaires, des moyennes mobiles, etc. Ouais, voilà, on a tout ça. Et l'idée, c'est qu'on a par niveau article, donc on s'est mis d'accord sur un niveau article. À la limite, même, on aurait pu le faire en fonction des types articles à des niveaux différents, en fonction des problématiques. Là, on s'est mis d'accord sur un niveau commun, donc c'est plus simple. On s'est mis d'accord pour avoir chaque produit la possibilité de venir dire déjà, je ne gère pas tous mes produits de la même manière, c'est-à-dire qu'on va classifier ABC en fonction du nombre de ventes par mois. Là, on va avoir des produits qui sont moins vendus que quand on était sur les classes A, parce que les problématiques des classes A ne sont pas les mêmes que sur les problématiques de classe B, et résoudre les problématiques de classe A, c'est un peu prioritaire. Et donc, c'est les produits les plus vendus. On a le choix de venir dire, est-ce que je veux faire quel modèle statistique je prends pour faire ma prévision. On le fait à un niveau agrégé pays, et puis après, derrière, on a des modèles aussi qui viennent désagréger et venir dire, est-ce que je me base sur ma répartition entre mes clients sur l'année dernière, est-ce que je le fais par rapport à une moyenne, etc., etc., en fonction de si j'ai une saisonnalité ou pas. Et à chaque fois, on attribue un score. Donc, on va définir sur quelle période on veut le noter. Typiquement, on ne prenait pas trop 2020. Au début, on prenait plutôt 2019 pour essayer de faire tourner nos modèles. Et on va venir se dire, OK, si je m'étais placé au début de l'année 2019, qu'est-ce que j'aurais fait comme prévision? Qu'est-ce que m'aurait donné mon modèle, etc. Et donc, du coup, Anaplan permet d'avoir des façons différentes de faire nos prévisions en fonction des articles.
on a une proposition. Anaplan vient de dire, moi, je propose sur tel article de faire telle méthode, sur telle méthode. On a aussi un autre écran qu'on montrera pas, qui est encore plus technique, qui permet de, sur chacune des méthodes, sur chaque article, venir définir les paramètres optimaux qui permettront d'avoir la meilleure méthode statistique. Et en fait, on a aussi un suivi du coup de telle méthode, on va être très bon au niveau global. Sur la première ligne, par exemple, on est à 6% d'écart au niveau global sur nos prévisions. Donc ça, c'est l'écart par mois, etc. Par contre, on a un peu de mal à désagréger parce que, on peut citer un article. Ouais, si tu descends, Hugo, on a un exemple d'un article ici. On va se dire, OK, bon, au niveau global, ça va, mais après, on voit qu'on est totalement faux. Si on essaie de descendre pour essayer de comprendre ça... On a enlevé les clients. Donc, on a anonymisé les clients. Ouais, donc normalement, on va avoir en fait, la répartition entre clients et on va se rendre compte sur est-ce que c'est un produit facile qui a toujours la même répartition. Auquel cas, là, par exemple, c'est le cas. On est au niveau 1, on n'est pas trop mal, on a toujours la même répartition, donc on a réussi à faire un modèle statistique qui est cohérent. Généralement, quand il y a plus de clients, on avait des choses qui étaient... il y avait un mois, c'était rouge, un mois, c'était bleu, etc. On se dit, bon, OK, on n'est pas très bon, mais en même temps, on ne le sera jamais. C'est une problématique qu'on ne pourra jamais traiter. Savoir si, en fait, la problématique, c'est mon modèle Anaplan n'est pas suffisamment bon pour faire quelque chose de cohérent, il faut qu'on retravaille dessus, ou juste c'est trop erratique pour le faire, on va prendre une moyenne et on va s'en satisfaire. Voilà, donc il y a à la fois une modularité et aussi un contrôle de tout ce qu'on fait pour faire une prévision statistique, et on aurait pu aller plus loin dans les modèles statistiques, sur les choix, sur tout ça. Pour ceux qui connaissent un peu Alt-Winter, il y a des alpha, bêta, gamma qui sont optimisés aussi avec une action qui permet d'aller identifier quel est le meilleur alpha, le meilleur bêta, le meilleur gamma. Donc il y a toute une partie un peu technique qui y a derrière tout ça, mais voilà, sachant que la désagrégation est toujours un vrai enjeu dans les projets, puisque là on travaille justement sur des multiniveaux et le référencement est hyper important et ça fait le lien avec la suite, puisqu'il faut être sûr de savoir quel article chez quel client, quel SKU chez quel client pour pouvoir désagréger au plus efficace. Et sur quel mois? Thibaut. Donc là, c'est la partie référencement. C'est vraiment une partie très, très nouvelle où on n'avait pas du tout cette partie dans notre ancien outil. C'est une partie super importante parce que ça nous permet de dire voilà, tel article est chez tel client avec tel produit ou tel autre produit. Donc c'est vraiment la partie primordiale, c'est la base de notre outil, ce système de référencement avec des lancements donc de date de début, date de fin, ça permet vraiment d'éviter des calculs de prévision sur les articles qui n'existent plus. On a un système de turnover d'articles qui sont très importants, surtout sur ce qui est restauration hors foyer. On a aussi donc des ouvertures de fermeture d'entrepôts. Donc un entrepôt qui est ouvert, qui n'est pas ouvert, c'est super important pour nous, pour la distribution. Donc là, c'est vraiment les données complètes. Donc on arrive à avoir un référencement vraiment au niveau article SKU, donc c'est l'article que l'on vend, et au niveau vraiment ship to, donc c'est vraiment l'entrepôt final. Donc il y a toute une méthodologie de cascade du référencement, de commencer d'abord global sur le client, à quelle date on commence à référencer le produit, et derrière, en fonction de ces ouvertures de ces entrepôts, de faire un croisement, ouverture des entrepôts versus ouverture de cette référence dans ce client-là pour croiser les deux et ensuite, par exception, venir dire non, mais en fait, de toute façon, cette référence sur cet entrepôt-là, elle n'existe pas et donc, en fait, je peux venir le décocher pour l'enlever et en fait, supprimer le référencement. Et donc, tout ça, derrière, a tout un impact sur la désagrégation de la prévision puisqu'en fait, à la fin, le but, c'est quand même de livrer une prévision au niveau SKU Ship To, donc très détaillé et donc, c'est comme ça qu'on vient petit à petit contraindre via le référencement la désagrégation de la prévision. Donc, c'est vraiment la base pour avoir la prévision la plus précise possible, au niveau le plus fin possible. Ensuite, gestion des contrats, donc MDD, donc parce qu'on a des marques distributeurs, donc c'est toutes les marques Carrefour, les marques Leclerc ou les autres marques, donc qui sont gérées par contrat. Donc ça, c'est vraiment la particularité. Avant, on ne pouvait pas le gérer, là maintenant on peut le gérer. Donc on a un contrat avec une date de début, une date de fin. Donc un contrat typique avec un volume. Et ça, le système nous calcule vraiment automatiquement le volume qui est consommé, le volume qui reste à faire, et calcule à chaque fin de mois, il calcule vraiment la prévision sur les mois précédents. On se dit qu'on a cette gestion avec des contrats, parce que quand on signe ces contrats-là, c'est les seuls contrats que nous, on signe au B2C, où on a un volume précis pour une date précise.
Et donc il y a un mécanisme qui automatiquement dit si jamais ça n'a pas été consommé le mois, alors ça répercute la prévision sur les mois d'après, puisque c'est un fonctionnement par contrat, sachant que cette règle-là, elle est gérée différemment selon les typologies de produits, puisqu'il y en a qui ne sont pas comme ça. Oui, tout à fait. Et quand on élabore notre contrat, on peut élaborer notre contrat en disant qu'on veut que notre contrat ait un effet saisonnier, parce que nous, dans le sucre, on a un effet assez saisonnier qui est la saison confiture, par exemple, ou la saison chandeleur. Donc, on a des produits qui sont assez saisonniers, ou d'autres produits qu'on dit qu'on ne veut pas qu'il y ait de saisonnalité ou pas. Donc, c'est vraiment assez précis. Ensuite, autre particularité, donc pour tout ce qui est marque nationale, donc on fait des promotions. Donc, on doit injecter toute notre promotion. Donc, on avait avant une base promo qui était sous fichier Excel. La base promo maintenant est sous Anaplan. Donc, typiquement, on rentre chez un client, un tract avec on a le client, on a le produit, on a la réduction que l'on fait. Cette réduction permet de calculer le budget NIP. Donc, c'est le budget qu'on élabore pour les promos qui nous servira après à calculer notre marge sur coût variable. Et donc là, c'est l'ensemble de toutes les promos qu'il y a dans le système avec une date de début, une date de fin. On ne gère pas de cannibalisation, c'est un souhait de notre part parce qu'on on ne note pas de cannibalisation sur nos promos. Quand on fait une promo sur un produit, ça booste les ventes et ça ne cannibalise pas le fond de rayon. Parce qu'on est parti, comme on l'a vu tout à l'heure, de promos plus de fonds de rayon qui s'additionnent et ça ne touche en rien sur le fond de rayon. Ensuite, sur la partie validation des prévisions, pour aller assez rapidement, donc c'est un petit peu la vue que j'utilise tous les jours au quotidien. C'est vraiment la partie qui arrive vers moi, où les commerciaux ont, eux, saisi leur contrat, leur volume de prévision, où le catégorie management a saisi sa promo. Et donc, on arrive sur un dashboard assez classique comme celui-ci, où on a vraiment notre historique. On a notre prévision mois par mois. On a le détail de la prévision validée. On a le détail de la prévision qui est calculée. On peut choisir de laisser le système calculer la prévision ou alors de forcer notre prévision en disant non, je ne suis pas d'accord avec ce que le système a calculé. On a nos promos, donc nos contrats MDD. Et ce qui est le plus important, c'est vraiment la possibilité d'avoir une vue macro ou vraiment une vue la plus fine possible. Parce que soit on se positionne en fait au total, soit en fait on va dire non, je veux faire un client tous les produits. Ou en fait, je peux aussi prendre un produit tous les clients. En l'occurrence là, il n'y en a qu'un, mais voilà. Et ensuite, je peux descendre et drill down jusqu'au niveau pour corriger ma prévision, la saisir, etc. Et on peut aussi saisir sur des agrégats temporels, par exemple. Donc là, si en fait je me dis non, mais de toute façon, la saisonnalité, elle a déjà bien été initialisée par le modèle, je lui fais confiance, mais je ne crois pas aux 16 000 et je voudrais mettre 15 000, je suis capable de le faire sur le total de l'année. Alors là, j'ai fait n'importe quoi, mais vous avez bien compris. On ne vendra jamais ça, non. Voilà. Mais on peut changer aussi. Et on peut voir aussi sur justement avec les graphiques, ce qui est pas mal, c'est qu'Anaplan, ces systèmes de graphiques, c'est très visuel. On a eu des années très compliquées avec tout ce qui est donc les effets Covid, les effets guerre, où on voit qu'on a des pics sur certains produits. On peut donc avec le système, lisser cette prévision et on a aussi ce qui est en vert, c'est tout ce qui est promotion. Donc on retrouve des effets saisonniers qui sont habituels et qui gomment vraiment cet effet de pic que l'on a là actuellement avec le Covid ou avec la crise. Il y a automatiquement une concaténation avec la base promo en visuel, puisqu'on voit en vert les ventes qui sont liées aux promotions. Donc il y a tout un travail qui fait qu'on voit tout de suite à la fois le fond de rayon et la promotion dans un même écran. Ouais, tout à fait. Ce qui est très important, c'est que c'est vraiment du temps réel. Quand un commercial change sa prévision, moi je la vois tout de suite. Quand une personne du catégorie de management change une promo, on le voit tout de suite. Alors qu'avant, il fallait plusieurs semaines pour que j'ai l'information, pour que l'information soit retranscrite et qu'on envoie l'information à la planification. Quand on parle d'agilité, Anaplan, c'est vraiment le modèle, c'est la base, vraiment au niveau de l'agilité. Et là, sur le dernier tableau, donc c'est vraiment ce qui nous sert de reporting pour tout ce qui est soit volume, soit budget. On peut voir ici, donc on peut sélectionner notre prévision, notre budget, soit des budgets input, des E1, des B0 ou n'importe quel budget comme vous voulez. On stocke plein de versions en fait, une version de prévision validée, le budget applicable, un budget potentiellement qui est en train d'être simulé, un révisé 1, un révisé 2, donc on choisit la version de la prévision. Et après, du coup, tu as le... Après, soit on peut faire le détail par article, soit le détail par client, soit le détail par circuit, soit le détail par... C'est vraiment ce que l'on souhaite. Et là, on a vraiment toutes les valeurs que l'on a dans Anaplan. Donc, on a les volumes, on a le prix brut, on a les taxes Citeo, on a tous les accords que l'on a, les prix, les budgets NIP. Et derrière, on arrive à calculer donc une MSCV. Juste pour information, cette MSCV qui est calculée par Anaplan est plus précise que la MSCV calculée par le contrôle de gestion que l'on avait actuellement.
Donc c'est vraiment le contrôle de gestion nous demande maintenant un appelant pour avoir cette vue, ce qui est Donc la marge, après, elle est aussi convertie en base 100 pour tout à fait. comprendre. Et donc, vous pouvez croiser client et article et ça va en fait avoir tout le haut du PNL finalement par article, par client. Donc voilà une petite démo. On pourrait parler encore plus de temps sur un appelant parce que c'est vraiment un outil très, très agile et très efficace. Sur la petite photo de fin, donc c'est le directeur B2C qui nous a présenté ça il y a une semaine ou deux lors de la journée B2C chez nous. Ça représente assez bien un appelant. Donc on avait avant un chariot avec une roue carrée où on n'avait pas du tout les mêmes informations. Pour retrouver, on passait plus de temps à consolider nos informations, à regarder tous les fichiers Excel, savoir qui avait la bonne information. Avec un appelant, donc on a trouvé donc des roues rondes et qui nous permettent de faire avancer le chariot beaucoup plus rapidement. Et la petite anecdote sur l'histoire, c'est voilà, faut pas se dire qu'on n'a jamais le temps de mettre en place un appelant, qu'on verra ça plus tard. Un appelant, c'est un gros projet qui prend beaucoup de temps, mais après quand on est dedans, on y gagne énormément. Merci Thibaut. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup. On n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais n'hésitez pas. J'avais juste une question sur la volumétrie et les problématiques de performance. Si vous pouvez en parler un peu. Ok. La question du coup, c'est sur la volumétrie et problématiques de performance. En fait, la clé à un moment donné, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de croiser et d'analyser. C'est-à-dire que là, on voit qu'on était capable de descendre jusqu'à un certain niveau de client et un certain niveau de produit. Je ne sais pas si vous avez fait attention, en fait, dans le dernier écran, on n'est pas au niveau SKU, on reste à un niveau un tout petit peu agrégé de la hiérarchie produit. Et sur les clients, c'est pareil, on n'est pas au niveau entrepôt, on est au niveau groupe de clients, enfin les clients tels qu'ils sont analysés. Et en fait, derrière, il y a tout un tas de calculs qui sont faits à un niveau plus fin, mais dans ces cas-là, on a créé des listes croisées liées au référencement, justement, pour créer une liste, en fait, avec les couples entrepôt et SKU qui existent et limiter, justement, à la fois en termes de l'impact sur la performance et sur la volumétrie. Mais avec Polaris, on n'aura plus besoin de faire ça, j'espère. Ouais, et après, la question, pour une réponse plus concrète en termes de volumétrie, ça va dépendre de ce qu'on veut faire déjà. C'est que on ne va pas pouvoir gérer autant d'articles produits pour faire de la prévision sur des lignes que pour faire de la prévision de vente ou faire juste agréger et faire des sommes sur un PNL ou des choses comme ça. Mais pour donner des ordres de grandeur, 4-5 ans à la semaine, quelques centaines de produits, quelques centaines de clients sur la plupart des process. Même en augmentant d'une dizaine, on est tout à fait capable de faire des choses. Et il y a toujours des solutions de contournement, de venir couper. Typiquement sur des process comme les process SNOP, il y a toujours la possibilité de venir dire, dans l'idéal, on voudrait que la demande bouge chez chiffres, que ça mette à jour directement la charge CAPA. Il y a toujours la possibilité de venir dire, on coupe les calculs pour éviter que quand quelqu'un déclenche un calcul, ça calcule tout derrière. Et en termes de performance. Mais c'est quand même des cas. On fait toujours attention, hein, mais on se rend compte qu'avec un appelant par rapport à des trucs sur Excel, on arrive à gérer des volumétries qui sont quand même incomparables et des niveaux de granularité surtout qui sont. On oublie en fait, je pense, oui. À quel point ça change. Une fois qu'on travaille, nous qui travaillons tout le temps dans un appelant, je pense qu'on ne fait plus attention à la performance tellement ça nous paraît évident, mais c'est vrai que quand on faisait tourner des macros Excel à l'époque qui duraient une nuit à sortir un calcul, qu'on s'en rappelle, on se dit « Ah oui ». Nous, de notre côté, deux personnes, l'équivalent, au temps plein à peu près, un peu moins. Mais... Et côté Tereos, donc moi, tout seul en 100%. Et après, on avait quand même la collaboration de tous les commerciaux, d'une bonne partie du contrôle de gestion. Mais c'était surtout pour la première partie qui était l'élaboration des user stories, ces choses-là, vraiment élaboration du besoin. Mais sinon, il n'y avait que moi à 100% en tant que model builder. Ouais, au global, sur toute la période, il y a une phase au début de design où il y a 1 à 2 ateliers par semaine où là, on va aller directement avec les key users pour récupérer le besoin. Et après, pendant la phase de construction, selon les étapes en fait, et qui est impliqué, on va faire des sprint reviews. Globalement, c'est une demi-journée par semaine. Mais Thibaut est model builder, donc on faisait aussi des sessions de co-construction où là, ça prenait plus de temps. Probablement, on y passait souvent une journée entière. Ouais. Et après, il y a la phase de test où là, c'est toujours un peu plus lourd cette partie-là. Le go live et c'est important. Mais après, ça dépend plus de la stratégie de test et de go live qui est appliquée.
c'est le phénomène de cascade. C'est-à-dire qu'au début, en fait, on commence, on prend... Ah, je pense que Thibaut, tu peux mieux expliquer, je pense. Sur la partie référencement, pour intégrer le référencement dans un appelant. Alors pour la première partie, donc on avait regardé, donc on a fait un petit peu ça, on recherchait un petit peu la meilleure solution, mais on a regardé un petit peu les produits qui étaient vendus, qui ont eu des livraisons récemment chez les clients. Donc ça, on les a référencés directement automatiquement. Donc ça, on les a fait. Après, on a regardé tous les produits qui étaient vendus chez le client depuis 1 an. Et après le Go Live, on a demandé donc de faire un pré-budget. Donc ça, on a demandé aux commerciaux. En gros, le budget, les commerciaux regardent tous les articles à chaque fois. Ils regardaient ça par fichier Excel avant. Donc là, on leur a demandé de vérifier tous les référencements. Donc là, ça donnait vraiment une grosse partie de référencement, mais c'est une chose qu'ils faisaient déjà avant. Donc là, en fait, en gros, ils ont refait un budget pour contrôler toutes les données d'un appelant. Parce qu'en gros, ce qu'on nous a demandé, donc, c'est notre hiérarchie. Et franchement, c'était vraiment un très, très bon support de notre hiérarchie en disant, on fait un Go Live, on démarre un appelant, mais on veut qu'un appelant soit nickel. Donc, il nous a demandé aux commerciaux de vérifier vraiment tous les référencements qui ont déjà été intégrés. Avec cette solution, on savait qu'il allait y avoir des oublis ou qu'il allait y avoir des référencements qui n'allaient pas être faits, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, c'était plutôt une bonne méthode. Et après, on va avoir toute une logique aussi. L'idée, ça va pas être, on va prendre un client et on va aller faire passer la liste de tous les produits pour faire un à un, checker oui, non. On va avoir une petite logique, comme disait Hugo, de cascade. On va venir dire, tel client, il va pouvoir prendre sur telle catégorie de produits haut. Donc déjà, on va peut-être diviser par 3 ou 4 le nombre de produits qu'on va regarder. Et puis, on va peut-être avoir encore un niveau intermédiaire, venir dire, bah, ce client-là, en fait, parmi toutes ces catégories de produits, il y a la sous-famille qui est un tel qui le concerne ou pas. Et on va encore un peu réduire le scope comme ça pour qu'au final, voilà, on réduise grandement le nombre de et que les visuels soient ensuite acceptables pour les utilisateurs, quoi. Et en termes d'ergonomie. Un des points clés, je trouve, dans la processus de prévision, souvent, c'est qu'on ne parle pas assez de l'assortiment parce que, en fait, je pense que là, c'est un des gros points de l'outil, c'est cette partie. Alors, dans le retail, ça s'appelle l'assortiment. Là, c'est plus le référencement, mais c'est quel client, quel produit ou quel marché, quel produit. Et c'est vraiment clé d'avoir cette information. Je pense que ça change beaucoup de choses après, quoi. Ça évite d'avoir des prefs sur des SKU qui ne sont pas vendus. Enfin bref. Et c'est le début de la gestion des fins de vie et des lancements. Ouais. C'est ce truc-là. Tu rajoutes le temps et tu as ta fin de vie et tes lancements. Merci à vous.